Bonjour, je m'appelle Philippe Biwix, je suis ingénieur et depuis une vingtaine d'années, je m'intéresse aux questions de consommation de ressources, d'impact environnemental du numérique et de transition énergétique et environnementale. Face aux défis sans précédent auxquels nous faisons face, le changement climatique, la pénurie de ressources fossiles, l'érosion ou l'effondrement de la biodiversité, on peut adopter deux approches. La première, assez classique, consiste à se dire que grâce à l'innovation technologique, nous allons pouvoir résoudre l'ensemble de nos problèmes avec des voitures électriques, des avions à hydrogène ou du numérique qui va nous aider à être beaucoup plus efficaces. Et puis on a des gens qui ont plutôt une approche, appellent à un changement de modèle et ont une approche beaucoup plus prudente par rapport à ces questions, en se disant que la croissance verte, la croissance ad vitam aeternam ne va pas être possible. Alors, est-ce qu'on va vers la pénurie ou est-ce qu'on va vers l'abondance grâce à la technologie? En fait, ce sujet-là est un débat assez ancien. Il démarre finalement au début du XVIIe siècle avec Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide. Il va être le premier à théoriser le bonheur du genre humain par l'application systématique des connaissances scientifiques, des connaissances humaines aux différents secteurs industriels et va permettre comme ça d'améliorer la médecine, d'améliorer la production de matériaux, etc. Donc finalement, une sorte d'abondance par la technologie, on n'utilise pas encore ce mot à l'époque, mais va être pensée assez rapidement. Et puis, quelques siècles plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, on a Thomas Malthus qui, lui, va écrire Essai sur le principe de population, qui va en fait, lui au contraire, dire qu'on va vers un monde de pénurie parce qu'on a une croissance exponentielle de la population, donc une démographie très forte, et qu'on ne peut pas suivre cette même croissance avec les rendements agricoles, et que donc on s'expose forcément à des famines ou à des conséquences de la famine, des guerres, etc. Et finalement, évidemment, Malthus va se tromper, puisqu'au XIXe siècle, il va y avoir de grands progrès technologiques, à savoir l'utilisation des engrais et puis l'amélioration des variétés, et ça continue quelque part encore aujourd'hui. Et donc, voilà, on va avoir cette logique du progrès technologique, de l'innovation qui va permettre de repousser sans cesse, finalement, les limites planétaires. Alors, on en est aujourd'hui finalement toujours là, avec Elon Musk ou Jeff Bezos qui nous promettent finalement la conquête spatiale. Et puis de l'autre côté, on a des gens qui au contraire estiment qu'on va peut-être aller vers des grandes pénuries et un effondrement. Et donc se pose la question des conséquences finalement et des possibilités de ces promesses de nouvelles technologies. Alors on peut noter quatre grandes problématique dans cette utilisation des high-tech. Et la première problématique, c'est la consommation de ressources. En fait, aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait que la transition énergétique, aller vers des énergies renouvelables, comme l'éolien, le solaire, les énergies marines peut-être, et l'électrification nécessaire des transports, et en particulier des voitures, va créer un gigantesque besoin d'extraction de ressources, soit de métaux assez classiques, comme le cuivre, soit de métaux plus rares, comme par exemple le lithium, le cobalt, le nickel, dans les batteries. Et on a également le fait que de plus en plus de produits électroniques, numériques, digitaux, incorporent et consomment également des ressources rares. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, si on continue à avoir les mêmes taux de croissance d'extraction des ressources, eh bien, dans les 20 à 30 prochaines années, en l'espace d'une génération, eh bien, l'humanité va extraire de la croûte terrestre une quantité de métaux pour chacun des métaux, ou presque chacun des métaux, une quantité supérieure à tout ce qu'on a extrait jusqu'à aujourd'hui. Donc, une courbe exponentielle extrêmement impressionnante. La deuxième problématique, c'est que finalement, on se dit, oui, on a extrait cette grande quantité de métaux, mais on a quand même une chance avec ces ressources métalliques qu'on extrait, c'est que ce n'est pas comme un baril de pétrole, on va le raffiner, on va le brûler finalement, in fine, dans un moteur de voiture, alors que le kilogramme de cuivre que j'ai extrait, eh bien, je vais pouvoir finalement le recycler. Il est toujours là, il n'a pas disparu, il est dans nos infrastructures, dans nos bâtiments, dans nos objets, dans nos ordinateurs, dans nos voitures, et donc on va pouvoir faire de l'économie circulaire. Le problème, c'est que cette économie circulaire, on en est aujourd'hui très très loin, et qu'on conçoit des objets qui sont de plus en plus complexes,
de plus en plus difficiles à recycler parce qu'ils sont miniaturisés, parce qu'ils incorporent des toutes petites quantités, parfois quelques milligrammes de métaux. Et donc, quand on va arriver en fin de vie, avec un smartphone par exemple qui contient de l'ordre de 40 métaux différents, on va aller dans une logique plutôt de broyage, et ensuite on va passer ça dans un four, on va reséparer un petit peu les différentes matières, mais ça va être extrêmement difficile de tout séparer. Et au global, du coup, on va faire un gâchis très important. Pour vous donner un ordre de grandeur, encore une fois, sur la soixantaine de métaux différents qu'on utilise dans tous nos objets très complexes, eh bien à peu près la moitié sont recyclés à l'échelle mondiale à moins de 1%, nous disent les scientifiques, c'est-à-dire à peu près zéro en réalité. Donc en fait, plus nos objets sont complexes, et malgré le progrès technologique et notre capacité finalement à traiter les déchets, à traiter les matières, eh bien plus ces objets sont complexes et plus on s'éloigne de l'économie circulaire. C'est assez effrayant comme concept, mais c'est une réalité. Et puis on a d'autres effets. Le troisième effet un peu problématique des high-tech, c'est que finalement on a des promesses qui sont tout à fait sympathiques sur le papier, hein. On a la voiture autonome qui permettrait de tous covoiturer et peut-être même d'avoir moins de voitures à construire. On a également la Smart City, par exemple, hein, des villes intelligentes qui vont permettre de tous devenir à la fois producteurs et consommateurs d'énergie renouvelable avec des réseaux intelligents qui vont équilibrer l'offre et la demande. Voilà, donc on a des idées comme ça d'optimisation de très grande efficacité, mais pour réaliser cette optimisation, eh bien, il faut aussi installer à l'autre bout de la chaîne tout un système de réseaux de télécommunications pour échanger les données, tout un système de centres de données, de data centers pour stocker ces données numériques, pour faire les calculs liés à cette intelligence artificielle, à ces logiciels qui vont permettre toutes ces optimisations, quelque part de conduire la voiture autonome. Eh bien, ce système de télécom et ce système numérique, lui, il commence à se voir et à avoir un impact environnemental de plus en plus important. Aujourd'hui, c'est plus important que le transport aérien hein, en termes d'émissions de CO2, donc c'est loin d'être négligeable. Et donc, on a ce qu'on appelle le rapport coût-bénéfice, hein, des coûts environnementaux, ils sont réels, ce sont ceux de la consommation supplémentaire de toutes ces ressources et de toutes ces choses qu'il va falloir fabriquer. Et puis, en face, on a les bénéfices environnementaux, ceux qui seraient les bénéfices de ces futures technologies, mais ceux-là, pour l'instant, on ne les voit pas et on va avoir du mal à les voir venir avant peut-être plusieurs décennies. Puisque pour les voitures autonomes, par exemple, il faut d'abord qu'elles soient inventées, construites, homologuées, et puis ensuite qu'elles se déploient et que toutes les voitures deviennent autonomes pour enfin ne plus avoir d'embouteillage et faire des gains sur les motorisations. Donc aujourd'hui, voilà, on a finalement des promesses qui ont du mal à se mettre en œuvre et à se matérialiser. Et puis le dernier point, ou la dernière difficulté de ces promesses high-tech à se transformer réellement en réalité, c'est l'effet rebond. En fait, la grande efficacité, bien sûr, elle existe et il y a un réel progrès technologique. Toutes les entreprises, d'ailleurs, ne souhaitent que réduire leur consommation de ressources et réduire leur consommation d'énergie. Ça, c'est une manière finalement d'être compétitif, de réduire ses coûts. Mais finalement, cette efficacité, elle ne se transcrit pas systématiquement dans une réduction de la consommation globale, dans une réduction de l'impact environnemental. C'est même parfois le contraire. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons, du nom de William Stanley Jevons, qui, dans les années 1860, a mis en exergue ce phénomène. Alors, à l'époque, le charbon anglais était exporté. Hein, le Royaume-Uni produisait la moitié du charbon mondial. Et donc, il y avait déjà des inquiétudes, en fait, sur la quantité de charbon qu'on allait pouvoir extraire à l'avenir. Stanley Jevons interroge des fabricants de machines à vapeur. Et finalement, les machines à vapeur sont de plus en plus efficaces. Elles permettent de produire autant de travail mécanique avec de moins en moins de charbon. Donc, on devrait se dire logiquement, eh bien, puisque chaque machine consomme moins de charbon, eh bien évidemment, on va pouvoir consommer moins de charbon globalement. Mais ça ne marche pas comme ça. En réalité, si la machine consomme moins de charbon, alors le travail mécanique devient moins coûteux. Et donc, le nombre de machines qui va pouvoir se déployer dans les manufactures, dans les fabriques, va évidemment augmenter. Et donc, chaque machine va effectivement consommer moins. Par contre, on va avoir beaucoup plus de machines et globalement, la facture environnementale, la quantité de charbon qui est consommée, va effectivement être plus importante. Et cet effet rebond, en fait, il poursuit l'humanité depuis 2 siècles et il va continuer à nous poursuivre.
À savoir que, voilà, on a effectivement des avions qui sont de plus en plus efficaces, ils consomment moins de kérosène, on a des turboréacteurs très modernes, mais évidemment, ça a permis aussi de réduire le prix des billets ça a permis de l'essor de l'aviation low cost. On a des voitures qui ont aussi une motorisation de plus en plus efficace, mais ces voitures, elles sont de plus en plus lourdes, de plus en plus performantes, de plus en plus puissantes. Donc finalement, on ne gagne rien sur la consommation. Et puis dans le numérique, c'est sans doute l'endroit où les progrès sont les plus phénoménaux. Pensez évidemment aux capacités de transmission, à ce que vous avez sur le disque dur de votre ordinateur, etc. en termes de puissance, bien sûr. Mais il y a aussi de l'effet rebond. Tous les 18 à 24 mois, on double la quantité de données qu'on produit, qu'on échange, qu'on stocke. Et donc cet effet rebond est absolument énorme. Alors, si les high-tech nous font des fausses promesses, ou si elles portent en elles autant de problèmes que de solutions, que faire? Se tourner peut-être vers les low-tech, des basses technologies, ou des technologies sobres, résilientes, agiles, quelque part un retour à l'âge de pierre, un retour à la bougie, un retour au temps moyenâgeux. Non, bien sûr, en fait, l'idée, c'est pas de faire un retour en arrière, mais c'est de réfléchir en fait à comment mettre toutes nos connaissances scientifiques et techniques au service d'une réelle transition, au service de la réduction de l'impact environnemental, en prenant conscience des risques potentiels, justement, du progrès technologique et en prenant le meilleur de ce progrès technologique en essayant d'éviter le pire, ce qui évidemment est très complexe. Alors, comment on pourrait faire ça? Eh bien, c'est une démarche qui consisterait à se poser 3 questions. La première question, c'est la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on consomme des produits, des services? C'est-à-dire de réfléchir à une réduction à la source, à une sobriété, à une frugalité de notre consommation et de notre production. Alors, quelle pourrait être cette sobriété? Dans le domaine des transports, on peut imaginer d'enfourcher des vélos, mais on ne va pas pouvoir tous enfourcher des vélos tout de suite parce qu'on a construit nos villes pendant 70 ans autour de l'usage de la voiture. Par contre, on pourrait dès maintenant faire des voitures beaucoup plus légères, beaucoup plus petites, beaucoup moins puissantes, qui roulent moins vite, mais qui rempliraient quand même 95% ou 98% de nos besoins et permettraient aux gens qui ne peuvent pas se déplacer à vélo, d'ailleurs, de continuer bien sûr à se déplacer. Dans le domaine du bâtiment, eh bien, on pourrait imaginer d'abord de moins construire, c'est-à-dire de travailler sur l'intensification de l'existant. On a beaucoup de mètres carrés qui ne sont pas forcément très bien utilisés, parfois bien utilisés en journée, pas utilisés le week-end, pas utilisés pendant les vacances. On a des logements sous-occupés, des logements vacants. On a des choses qui pourraient être réhabilitées, voilà, et au lieu de d'abord construire du neuf, eh bien, on pourrait privilégier le prendre soin, le maintien de l'existant et la capacité finalement à transmettre un patrimoine bâti intéressant. On peut aussi imaginer de chauffer moins. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'isoler un corps que d'isoler un bâtiment ou une maison, et ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup moins cher. Donc ça veut dire réduire finalement cette notion de confort, qu'on s'est habitué finalement à chauffer beaucoup plus nos appartements, nos maisons, nos bureaux, nos équipements que peut-être dans les années 50 ou 60. Voilà, et on s'habille évidemment différemment. On peut imaginer de remettre des pulls ou des sous-vêtements un petit peu plus chauds. On a aussi fait du progrès technologique d'ailleurs là-dessus. On n'est pas obligé de revenir aux sous-pulls des années 70 de couleur orange ou de couleur marron. Et puis on a d'autres domaines, le domaine par exemple agricole, où on peut consommer moins de viande sans forcément devenir tout de suite végétarien. On peut aussi privilégier les circuits courts, la consigne pour réduire la quantité d'emballage. Donc il y a une foultitude comme ça de possibilités d'innovation à base de sobriété, à base d'une réduction de la consommation, qui ne veut pas dire automatiquement une réduction du confort ou une réduction du plaisir ou du bonheur. La deuxième question, c'est de se dire finalement quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que je produis comme service. Si j'ai décidé que finalement on allait quand même continuer à avoir des machines à laver, eh bien comment est-ce qu'on conçoit ces machines à laver? Alors c'est toute la logique de l'éco-conception, bien sûr, c'est des choses qui existent déjà avec des analyses de cycle de vie, mais il faut aller beaucoup plus loin, pousser beaucoup plus fort pour aller concevoir des objets qui vont être le plus réparables possible, qui vont pouvoir être faciles à démanteler en fin de vie, faciles à démonter pour réduire en fait le gâchis de ressources en fin de vie, qu'on va pouvoir peut-être réutiliser parce qu'ils seront plus modulaires, au moins une partie des composants, et puis qui vont
incorporer le moins possible de ressources rares, de ressources précieuses, ces fameux petits métaux de l'électronique par exemple, qu'on a beaucoup de mal à recycler aujourd'hui. Donc éviter à chaque fois que possible de l'électronique qui ne sert à rien, des afficheurs, voilà, pour se faire plaisir, là où ce n'est pas forcément nécessaire. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un réfrigérateur qui va faire demain les courses tout seul sur Internet avec un afficheur digital? Probablement pas. Et donc on peut se poser voilà, la question du juste besoin, là encore, et de concevoir peut-être des objets qui seront parfois un peu moins pratiques, un peu moins hype, un peu moins modernes peut-être dans leur manière de les percevoir, mais qui seront quand même capables d'offrir quasiment toutes les mêmes fonctionnalités. Vous avez l'exemple ici de la machine à expresso ou du moulin à café de grand-mère. Il paraît que les meilleurs cafés du monde, d'ailleurs, se font dans des cafetières italiennes et pas dans des machines à expresso. Je vous laisserai tester ça. Et puis, on a une troisième question qui est finalement une question du techno-discernement, du discernement technologique, de se dire, mais finalement, en fait, ces précieuses ressources qu'on va incorporer dans nos objets, qu'on va avoir beaucoup de mal à recycler, eh bien, elles vont être quelque part utilisées une seule fois. On va pouvoir faire durer les objets, mais ça sera peut-être perdu pour toujours. Et donc, comment est-ce que, voilà, à quoi on utilise ces précieuses ressources si on se dit que finalement, ce que je consomme aujourd'hui dans un réfrigérateur connecté, eh bien, ne sera peut-être pas disponible pour un dentiste du 22e ou du 23e siècle, je ne sais pas. Donc voilà, se poser ces questions-là, encore une fois, du juste niveau de mécanisation, du juste niveau de robotisation, du juste niveau d'utilisation des logiciels et de l'intelligence artificielle qui est consommatrice là encore, de ressources et d'énergie. Et peut-être se dire que, bah oui, bien sûr, au départ, la mécanisation, c'est très intéressant, l'automatisation, c'est très intéressant, ça permet de réduire la pénibilité, mais qu'on a peut-être été un petit peu trop loin et qu'aujourd'hui, bah, finalement, on a du travail humain potentiellement abondant et que continuer à transformer du travail humain en travail de machine, eh bien, ça devient extrêmement coûteux, extrêmement difficile d'un point de vue environnemental. Et puis, il faut aussi peut-être apprendre à changer de rêve. Ici, vous avez une voiture volante des années 50, voilà, c'était le moment où on pensait que le nucléaire allait offrir une énergie infinie et totalement propre, hein, donc des années très enthousiastes. Et puis bah, aujourd'hui, on nous refait le coup de la voiture volante, du drone autonome volant. Est-ce que vraiment on peut imaginer que plusieurs milliards de personnes un jour se déplaceront dans des petits drones autonomes volants, ou est-ce que ça sera simplement peut-être pour une élite qui ne supportera pas d'être dans les embouteillages? Voilà, donc il faut quand même se poser ces questions-là, finalement, encore une fois, du juste besoin. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire tout ça dans la santé? C'est vous, les futurs spécialistes de la santé, pas moi, donc je vais juste peut-être tracer quelques pistes. D'abord, c'est de se dire que bien, cette logique de sobriété, cette logique de réduction à la source, cette logique de dire on essaye de faire les choses bien dès l'amont et pas d'essayer de régler les choses en aval, eh bien, pourrait tout à fait s'adapter évidemment à l'esprit de la santé en se disant qu'on peut faire beaucoup plus de prévention. On peut penser à la question de la nutrition, de l'alimentation, on peut penser à la question de la prévention des risques psychosociaux, on peut penser voilà, à un certain nombre sur l'exercice physique, voilà, et tout un pan comme ça de possibilités de dire finalement comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir une population qui se maintient en forme, le plus en forme possible, et d'éviter un certain nombre de maladies quelque part de la civilisation. Et probablement, si on regarde aujourd'hui les enjeux financiers, on est aujourd'hui beaucoup plus sur une médecine de la réparation que sur une médecine de la prévention, et c'est des choses qu'on pourrait absolument réfléchir. La deuxième piste, c'est peut-être de remettre en cause ou de réfléchir à un certain nombre de choix qui ont pu être faits. Je pense par exemple au tout jetable dans le monde hospitalier, où voilà, pour des raisons là aussi peut-être de praticité, peut-être pour des questions de lutte, j'en sais rien, contre des maladies nosocomiales ou autres, on est passé dans un monde du jetable où on était avant à stériliser et puis à faire bouillir les draps, les serviettes et autres. Voilà. Et je pense que là aussi, on peut se poser des questions. Bien sûr, il y aura toujours des déchets hospitaliers, c'est normal, qui doivent être traités comme tels, comme des déchets dangereux, mais aujourd'hui, on a peut-être eu une tendance à l'inflation de cette quantité, et on devrait se poser là aussi des questions sur les ressources. Et puis la troisième piste, c'est de réfléchir à la pratique de la médecine. Est-ce que la médecine doit toujours être plus high-tech, toujours avec des machines toujours plus coûteuses, toujours plus complexes, ou est-ce qu'il faut aussi essayer d'inventer demain toute une partie de médecine plus sobre, peut-être plus agile, plus intelligente, mais qui sera aussi peut-être plus résiliente? Et ça ouvre la question, peut-être un petit clin d'œil, si je puis dire, à
à la crise environnementale qu'on a vécue. Hein. Finalement, il y a eu une réponse très high-tech à cette crise environnementale. Au départ, même, vous vous souvenez peut-être qu'on avait des robots qui désinfectaient les rues en Asie, et des drones et des choses comme ça. Évidemment, il y a une réponse très high-tech sur la question des vaccins. ARN messager, voilà, développé extrêmement rapidement. Donc il y a eu une réponse high-tech, certes, mais on a eu aussi peut-être 95% de la réponse de l'humanité, elle a été aussi extrêmement low-tech, alors elle a été un peu forcée, hein. Ça a été effectivement l'arrêt des voyages, et puis à travers les comportements, à travers les usages, hein. On s'est confiné, c'était tout à fait désagréable, D'abord, on s'est mouché dans son coude, et puis après, on a porté des masques qui étaient au départ un peu faits à la maison, et puis on a fini par avoir des masques fabriqués. Voilà, donc finalement, ça a été extrêmement comportemental. Et la résilience qu'on a trouvée, elle a été sur la combinaison entre du high-tech, finalement, les vaccins, et puis du low-tech, qui a été plutôt à travers une adaptation, finalement, de nos comportements. Et ça pourrait nous servir de leçon, quelque part, en se disant que face à d'autres défis qui nous attendent, des défis qui seront plutôt environnementaux, ou des défis sociaux qui seront des conséquences des questions environnementales, et bien de se dire que la résilience, on vient la chercher dans une combinaison peut-être de high-tech et de low-tech. Donc il ne s'agit pas de renoncer à tout le high-tech, évidemment, et à tous les progrès qui ont pu être faits, et en particulier sans doute dans le domaine de la médecine, mais par contre, on pourrait injecter des choses qui sont plus locales, quelque part, plus simples, plus maîtrisables, et qui dépendent moins aussi de toutes les chaînes de valeur, de toute la fabrication mondiale. On peut penser par exemple aux pénuries qu'il y a eu de microprocesseurs qui ont touché en 2021 et touchent encore en 2022 l'industrie automobile par exemple, et donc ont littéralement bloqué des chaînes de production. Est-ce qu'on imagine demain d'avoir une médecine qui est extrêmement technologisée, avec dépendant de données qui sont stockées, on ne sait pas trop où, sur le cloud, et puis une poignée de fournisseurs mondiaux, et qui finalement, demain, face à des pénuries possibles de leurs fournisseurs de premier rang, de deuxième rang, de troisième rang, ou au fin fond d'une mine, je ne sais pas où dans le monde, eh bien finalement viendrait nous coincer, viendrait nous bloquer, et viendrait enrayer notre système finalement de santé, ou est-ce qu'il faut au contraire être capable de compter sur soi et d'avoir cette logique aussi de résilience et de local, sans renoncer encore une fois à un certain nombre d'acquis qui ont pu être réalisés. Voilà, c'est le programme que vous pourrez essayer de suivre en vous étant un petit peu connecté sur ces grands enjeux, ces questions de ressources et de technologies, et d'essayer de faire preuve dans le futur et dans votre pratique et dans vos recherches du plus possible de discernement technologique. Merci.